Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre matinale de l'information sur Canal d'Info. Votre chaîne, celle que vous regardez tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'actualité ce jour. Et bien évidemment, la célébration des 33 ans d'anniversaire de l'accession au pouvoir du président Paul Biya. Nous évoquerons ce souvenir historique avec l'île Piédjou. Nous parlons aussi de cette investiture de John Pombe Joseph Magufuli, le nouvel homme fort de Tanzanie. Il a été investi comme président de la République au terme du scrutin du 25 octobre dernier au Congo-Brazzaville. L'opposition veut véritablement dialoguer avec le pouvoir, mais à condition, bien évidemment, que la communauté internationale modère cet échange. Voilà donc pour ce qui est du sommaire. Je vous retrouve dans une poignée de secondes pour les détails. « 6 novembre 1982, 6 novembre 2015, cela fait aujourd'hui 33 ans que Paul Biya accédait au pouvoir, en remplacement bien évidemment d'Amadou Ahidjo, le tout premier président du Cameroun. Aujourd'hui, c'est donc une célébration anniversaire qui marque une rupture entre l'ancien et le nouveau régime. L'île Piédjou, bonjour. Bonjour Louis Roger, bonjour Elie, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent et joyeux anniversaire à son Excellence Paul Biya qui est le chef de l'État actuel du Cameroun, mais aussi aux militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le RDPC. Tout à fait. Je voudrais qu'avec vous, nous puissions évoquer le souvenir de cette célébration anniversaire. 33 ans de renouveau, de renouvellement, mais on se rend compte que jusque-là, rien n'a véritablement changé si on s'en tient aux nombreuses réactions des Camerounais. Il faut dire que les réactions dont vous parlez, c'est plus les réactions de la classe politique, surtout la classe, les opposants, si on peut les appeler ainsi, aujourd'hui, qui trouvent qu'en 33 années de règne de son Excellence Paul Biya, le Cameroun souffre énormément, que ce soit au niveau de l'amélioration des conditions de vie des populations ou alors au niveau même de la politique mise sur pied pour gérer le Cameroun. En 33 années, aujourd'hui, rien n'a bougé selon l'opposition qui s'est suffisamment exprimée dans les presses ou bien les journaux parus ce matin, que ce soit à Douala ou à Yaoundé et dans d'autres régions. Mais toujours est-il qu'il y a du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on parle de 33 années plutôt de succès avec Paul Biya. Le multipartisme, on a aujourd'hui la multiplicité des écoles, des lycées dans les zones assez reculées, on a l'accès aux soins de santé, on a les projets structurants, on a les grandes réalisations, les grandes ambitions, on a tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, pour ce qui est de la célébration des 33 années du chef de l'État passé à la tête du Cameroun, les conclusions ou alors les avis sont plutôt mitigés. Les avis sont mitigés. En 25 années de l'ancien régime, il y a eu 5 plans quinquennaux. En 33 ans de pouvoir de Biya, on n'a qu'un plan d'urgence. Ça contraste quand même. Tout à fait. Si on veut faire cette analyse-là, on va se rendre compte que pour avoir suivi les personnes qui ont vécu l'époque d'Amadou Ahidjo, les choses ont beaucoup changé. On est parti de meilleures conditions de vie à pire aujourd'hui parce que les ministres en place, en fonction, choisis par Paul Biya, ce sont des piètres ministres, excusez l'expression, ce sont des grands voleurs de la République. On les retrouve aujourd'hui à Kondengui, on retrouve des personnes qui ne pensent qu'à eux, qui ne pensent qu'à elles et qui refusent de penser à la population, de penser à l'amélioration des conditions de vie des populations. On parle d'une gabégie, on parle de beaucoup d'autres choses, mais il faut tout de même relever, comme je suivais un des pros RDPC hier sur un plateau de télévision à ici, Bessala pour ne pas le citer, il évoquait
qu'en 3 années, Paul Biya a été le meilleur président que le Cameroun n'ait jamais eu, parce que sous le règne d'Amadou Ahidjo, c'était pratiquement la dictature. Il n'y avait pas la possibilité de se soigner ou de s'exprimer, il n'y avait pas de liberté d'expression. Donc, pour vous, Louis Roger, qui est mieux placé, vous pouvez comprendre facilement quelle est la période pendant laquelle les choses ont certainement avancé. Parce que moi, je ne connais qu'un président. J'ai vécu pratiquement avec le même président jusqu'à aujourd'hui. Et on se demande bien, on attendra peut-être faire la comparaison avec un autre président qui sera après Biya. Merci Lel Piedjou pour cette honnêteté. Elie Smith, bonjour. Bonjour Louis Roger. Alors, 25 ans de dictature d'Amadou Ahidjo, 33 ans de liberté d'expression, de rigueur, de moralisation, et tout cela, le Camerounais ne semble pas toujours vivre dans de meilleures conditions. C'est toujours la dèche. On meurt toujours du choléra 33 ans après le renouveau. Voilà, ça veut tout dire. Le président Paul Biya n'est pas Lee Kuan Yew du Singapour, parce que si on fait parce qu'on doit comparer à quelque chose. Hein. Lee Kuan Yew a pris le Singapour, pays pauvre, et il a transformé Singapour en un pays développé, un pays riche. Et Paul Biya n'est pas aussi le docteur Mahathir Mohamed, le père de l'indépendance de la Malaisie, qui a transformé la Malaisie d'un pays pauvre à un pays développé aujourd'hui. Donc maintenant, en ce qui concerne la liberté d'expression, il y en a, ça on ne peut pas refuser, parce que le Cameroun, ce n'est pas le Congo, ce n'est pas la Guinée équatoriale, parce que voilà deux pays qui financent les médias à l'extérieur, mais dans leur pays, on tue et on mutile les journalistes. Donc quand même au Cameroun, on peut, petit bémol, il y a la liberté d'expression au Cameroun. Mais en ce qui concerne soigner, comme ma consoeur Lil Piedjou a dit là, j'ai envie de pleurer, parce que quand Paul Biya est venu au pouvoir, figurez-vous, j'avais 9 ans. Ça, c'était en 82. Et je me rappelle quand on partait à Victoria, même ici à Douala, je partais dans une clinique qui était à côté de la pharmacie du Rail. Et là, tu partais, on te faisait une consultation médicale et tu allais à la pharmacie du Rail, tu prenais les médicaments presque gratuits. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Et à l'époque, mon papa n'était même pas un cadre. On pense c'est un monsieur qui travaille au quartier à Basila, dans une scierie. Donc, c'est un monsieur qui n'avait rien. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, 33 ans de Paul Biya, il n'y a rien à célébrer dedans. Vous avez vous-même dit, il y avait les 5 plans quinquennaux de Ahidjo qui a mis les bases d'une société agricole autosuffisante, avec une économie diversifiée. Tenez-vous bien, le Cameroun n'est pas tombé dans les tas du Congo, de la Guinée équatoriale, même du Nigeria, même du Gabon, pour avoir une économie mono-économique basée sur le pétrole. La base diversifiée de l'industrie camerounaise, c'est Ahidjo. Mais malheureusement, Biya n'a pas pu faire que ça se développe. Aujourd'hui, le chômage est à son paroxysme et on ne peut pas dire qu'on peut célébrer ces 33 ans. C'est là où je félicite les gens du RDPC, même ils ont compris. On ne doit pas le célébrer, on doit le faire dans la sobriété. Voilà. Merci Elie Smith. Serge Baudier, bonjour. Bonjour Louis Roger Mathieu, c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'emphase que je prends part à cette édition qui marque donc le 6 novembre 1982, 33 ans de règne au pouvoir. On verra un peu si les choses ont fondamentalement avancé. Elie Smith a levé également un pan de voix là-dessus. On espère bien que les téléspectateurs seront en phase aussi avec Alors, un autre secteur qui n'a pas véritablement marché pendant le règne du président Biya, et pourtant c'est un secteur qui booste aussi l'économie, même si quelque part on évoque des questions sanitaires qui plombent cette activité, c'est le marché de la cigarette qui sommeille un tout petit peu. Le marché de la cigarette sommeille. On observe depuis quelque temps quand même un manque au niveau des stocks qui deviennent de plus en plus assez réduits chez ces importateurs de cigarettes-là. On remarque aussi également que la cigarette qui rentre sur le territoire national apporte beaucoup d'argent à l'économie du Cameroun, mais un secteur qui est fragilisé par des positions pas toujours acceptées par les responsables en charge de faire circuler cette marchandise sur le territoire national, c'est-à-dire au départ de l'extérieur pour se retrouver dans les petits commerces pour être bien sûr vendu et puis mis à la disposition
donc des Camerounais. On va dire clairement aujourd'hui que le secteur de la cigarette, tout comme le vin et les spiritueux entre autres, souffre de ce qu'on a décidé il y a une certaine période dans ce pays, qu'on devait imposer des vignettes même sur ces produits de consommation là. Le cadre de la cigarette depuis quelque temps observe quand même une certaine lenteur dans la mise en place et surtout dans la mise à disposition de ce produit auprès donc de ces importateurs là. On a quelques entreprises, quelques opérateurs dont on va taire les noms ici qui se plaignent parce qu'en fait les produits sont bloqués au niveau de l'espace portuaire depuis plusieurs semaines pour question d'estampillage, alors que la pose des vignettes à une époque ne faisait que au trop. Lorsqu'on a passé assez de temps sur ces espaces, on passait 48 heures, mais depuis quelque temps, beaucoup ont atteint des semaines et des semaines, voire des mois. La marchandise n'est pas encore mise sur le produit, sur le marché camerounais, parce qu'on dit là-bas que le marché de l'estampillage, ces produits ne l'ont pas encore été. Donc, on n'a pas estampillé ces produits qui sont sur place, ces cigarettes-là. Les raisons, même si les responsables en charge donc, de ce travail sur le plan national indiquent que les fournisseurs, au niveau de ces étiquettes, donc de ces vignettes-là, n'ont pas encore mis à disposition ce produit-là. On dit bien que c'est un marché assez florissant qui va quand même permettre à l'État du Cameroun, d'après un appel d'offres, d'engranger pratiquement 9 milliards de francs CFA, c'est beaucoup d'argent, mais que le marché n'a pas bénéficié de la confiance des opérateurs locaux, mais on allait estampiller dans une entreprise qui a gagné donc ce marché. Donc on parle d'un marché de gré à gré. L'entreprise qui s'appellerait De la Rue est située à Londres, qui est donc chargée donc de l'estampillage de ces vignettes-là qui vont être apposées sur les cigarettes au Cameroun. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu cette livraison. Les conséquences sont assez remarquables sur le marché. Les opérateurs sont un peu fragilisés au-delà de la mercuriale des prix et même les droits d'assises de plus en plus qui augmentent au vu de la nouvelle loi des finances et même la fiscalité qui devient de plus en plus difficile à accepter par ces opérateurs-là. Donc c'est un secteur qui est fragilisé pour l'instant, comme on l'a dit. On attend plus qu'un retour, peut-être une sorte de clémence de la part des pouvoirs publics et même des dirigeants au sommet de ce pays pour que ce secteur ne meure pas à petit feu, comme on le constate. Alors, surtout que la cigarette également moisit vite. Alors, Elie Smith, on a des conteneurs de cigarettes bloqués au port de Douala parce qu'on attend un opérateur économique qui a gagné le marché, qui se trouve du côté de Londres et qui peut décider, quand il veut, de vous offrir des vignettes. Et ça, c'est malheureux, c'est encore à mettre à la responsabilité du gouvernement du renouveau. Vous savez, bon, la cigarette, je ne suis pas fan, mais ça crée de l'emploi. Si c'est bloqué pendant 2 semaines ou 1 mois au port, les gens qui veulent consommer et les familles, les gens qui vivent de ça, donc c'est un problème de l'emploi, de la création de richesses des Camerounais. Je pense que ce n'est pas normal qu'on sous-traite à quelqu'un qui est lui à Londres et il s'en fout royalement. Voilà. Merci Serge Bourdieu. Avant qu'on ne parte, on va évoquer peut-être un point, notamment l'une des entreprises les plus connues dans le secteur African Business Company, et qui d'ailleurs porte au devant de la scène en indiquant clairement que si les faits ne bénéficient pas de la clémence même des pouvoirs publics, ça pourrait être porté devant les juridictions compétentes, parce qu'importer cette cigarette, c'est beaucoup d'argent. Vous l'avez indiqué tout à l'heure, 3 jours, 4 jours, 1 semaine, voire 1 mois passé au niveau du port dans des conditions très difficiles. On pourrait facilement perdre cette marchandise. C'est une denrée périssable. Mais non, lorsque ces denrées sont périssables, est-ce qu'il y a des mesures d'accompagnement pour les importateurs? Est-ce que les pouvoirs publics ont prévu ces mesures-là qui pourraient permettre à la filière de reprendre un peu du tonus, même si parfois on a pensé qu'il y a des problèmes d'ordre de santé qui pourraient se poser à cet effet? Mais on parle de l'économie nationale, on célèbre le 33 ans du chef de l'État. Voilà donc un secteur qui est assez sensible, mais qui est fragilisé par des faits qui sont relevés au cours donc, de ce programme. On espère bien que ça va évoluer de ce côté-là. Merci Serge Mondet d'être passé. On va poursuivre avec ce développement de l'actualité avec Patrick Christian Dobor qui sera dans quelques instants sur ce plateau. On va avec vous, Elie Smith, parler de la Chine qui vient de livrer son tout premier gros porteur, son tout premier avion commercial. Ah oui, ça c'est quelque chose qui commence à changer la donne et c'est le message des Chinois au monde. Et vous voyez aussi, ça c'est en déphasage avec ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que comme aujourd'hui c'est la 33e anniversaire, on doit faire des parallèles. Quand Deng Xiaoping a pris le pouvoir chez Mao, il a juré de faire que la Chine soit une grande nation, dont il a mis le plan de ce que la Chine est devenue aujourd'hui. Donc ça veut dire que les dirigeants chinois avaient une vision. Et puis ça montre aussi que contrairement à ce que les gens croyaient de la Chine, et puis la condescendance un peu des pays occidentaux, la Chine commence à se transformer. Et c'est même le résultat de ce que nous avions aussi dans le monde, quand vous voyez un peu les crises économiques qui frappent des pays en voie de développement ou des pays
qui ont l'économie basée sur les pays de matières premières, ça montre aussi que la Chine maintenant se réajuste et ça serait une économie réelle. Elle ne va plus se baser avec des croissances stimulées par l'État, ça veut dire dans les grandes constructions. Maintenant, la Chine va commencer à faire de concurrence avec des grandes nations comme les États-Unis sur des produits raffinés, sur les produits de haute technologie. C'est aussi bon pour la Chine, mais c'est aussi bon pour nous. Donc maintenant, on a aussi sur le marché peut-être n'importe quel pays africain qui a les moyens pourrait aussi avoir ses portes d'avion grâce à la Chine. Donc c'est une bonne chose pour l'économie chinoise, c'est une bonne chose pour l'économie du monde. Patrick Christian, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour à Ellie Smith, bonjour à nos téléspectateurs. Avant de revenir à vous dans quelques secondes, on va parler bien évidemment de la Chine qui vient d'inaugurer son tout premier gros porteur, le C919, qui est un peu à l'image des A300 ou du 737 de Boeing. C'est quand même une grande première dans un contexte où les avions chinois sont parfois critiqués, à l'instar des MA60 que la compagnie camerounaise n'arrive pas encore à immatriculer. Ben écoutez, vous savez, chaque fois que la Chine rentre dans une innovation, on est bien obligé de constater qu'il y a quand même une vision, n'est-ce pas, derrière la démarche chinoise. Et cette vision-là, elle ne participe pas du fait simplement de l'envie de démontrer sa capacité. Mais c'est surtout l'envie de la Chine de se positionner dans le giron des nations à même de produire de la richesse et de la valeur ajoutée. Et quand vous observez la démarche de la Chine dans plusieurs des secteurs, comme celui de l'aéronautique maintenant, où la Chine met sur le marché son premier gros porteur, c'est que la Chine veut répondre à une exigence qui voudrait que la Chine puisse être capable, dans tous les secteurs d'activité, de proposer une alternative à l'offre occidentale. C'est ce qui se passe aujourd'hui là, face à la production de Airbus, de Boeing. La Chine se positionne. Et très souvent, on a caricaturé les produits, notamment dans ce secteur de la Chine, comme étant des produits dangereux, douteux et très peu crédibles. Mais il me semble que c'est surtout dans une volonté communicationnelle de l'Occident de saper tous les efforts de la Chine, même si on peut reconnaître qu'il y a des efforts à faire, mais la Chine entend démontrer qu'elle est présente. Et sur bien de marchés que les Occidentaux mettent en avant, il y a une délocalisation de la production vers la Chine. Comment voulez-vous que la majorité des produits maintenant performants de l'Occident se fabriquent en Chine, pour être vendus en Occident, et que les Chinois, pendant que cela se fabrique chez eux, ne regardent pas tout au moins la technologie qu'ils même a améliorée? Et aujourd'hui, la Chine se positionne donc comme étant l'alternative du seul discours de l'Occident. Et deuxièmement, pour terminer avec ce volet, Louis-Roger, il faut constater que cette offre de la Chine est aussi une manière de dire nous allons faire concurrence avec vous à armes égales et c'est sur le terrain qu'on va apprécier. Maintenant, je pense que c'est une idée qui a germé dans le développement et même la vision de la Chine depuis longtemps. Donc, il est question aujourd'hui pour les Chinois de parler à armes égales avec les partenaires occidentaux. Alors, ce premier avion chinois de 168 places, mais qui a été monté avec, bien évidemment, le concours de 16 entreprises spécialisées dans le domaine de l'aéronautique. Boeing a contribué pour monter cet avion. Il y a d'autres compagnies françaises qui ont contribué. Et il y a déjà 517 commandes de ce C919 par les compagnies chinoises d'abord elles-mêmes. C'est dit qu'il faut, qui nous amène à comprendre qu'il faut commencer par consommer le produit que l'on fabrique pour montrer le bon exemple. Exactement, mais vous savez, en économie, dans tous les pays importants économiques, même en France, aux États-Unis, la croissance d'un pays doit être dictée d'abord par la consommation interne. C'est ce que les Chinois sont en train de faire. Ils sont en train de faire entreprendre un mue. Parce qu'avant, l'économie chinoise, c'était virée ou dirigée vers l'exportation. Et quand tu es dirigé vers l'exportation, c'est bien beau, mais quand il y a des problèmes à l'extérieur, vous êtes affecté directement. On a vu le cas de 2008 avec les crises en Europe et aux États-Unis en particulier, les conséquences fracassantes qu'elle a eues en Chine. Mais la Chine veut d'abord nous démontrer que c'est quand même bien de consommer ton propre produit. C'est comme chez nous, nous produisons du café, on ne consomme pas le café, on produit le cacao, le chocolat, on n'en consomme pas. Donc, il faudra qu'on apprenne les Chinois. Mais je pense que cette porte-avions, c'est aussi la capacité de projection militaire de la Chine. Parce que depuis un certain temps, si vous regardez comme disait le livre de Donald Rumsfeld, les projections dans 50 ans des États-Unis, c'est une confrontation qui pourrait avoir entre les États-Unis et la Chine.
Donc, et dans cette confrontation, la Chine ne pourra pas gagner si elle n'a pas la capacité aéroportée autonome et aussi une capacité autonome énergétique. Donc, je crois que les Chinois malins sont en train d'aller petit à petit pour avoir cette capacité de projection et aussi changer leur mode de croissance économique, que ça doit être tiré d'une manière endogène et pas exogène. Et ça va permettre, bien évidemment, aux Camerounais qui étaient sceptiques, qui pensaient que les avions, les MA60 de Camerco étaient des avions qui n'étaient pas appropriés au transport, que c'est quand même maintenant une occasion de mettre cela en marche, en activité, que c'est une bonne occasion maintenant pour que ces avions puissent être opérationnels. Oui, lui, Roger, mais vous me permettez, n'est-ce pas, rapidement, vous avez évoqué Boeing et autres qui participent à la construction de ce gros porteur chinois. D'abord, ils sont malins. Ils savent que la Chine continentale est un gros marché, d'abord, pour ce produit-là. Autant mieux être associé à un produit comme celui-là qui va se vendre que d'avoir une concurrence sèche qui permettrait de perdre. Si on perd des parts de marché sur la vente de nos avions, mais au moins que sur le produit, les ingrédients de l'avion du concurrent, que nous soyons présents. Deuxièmement, et puis, vous savez, au Cameroun, l'affaire des avions, des MA60, a souvent fait polémique autour de la valeur d'achat. On a vu des pays comme le Congo qui les exploitent. On a vu ailleurs d'autres pays qui les exploitent. Ce qui fait surtout problème, c'est l'objectif qu'on voudrait atteindre avec un certain nombre de produits qu'on prend en la Chine. Si vous avez, lui Roger, une bouteille d'eau qui a une contenance d'un demi-litre, eh bien utilisez cette bouteille d'eau pour un demi-litre. Ne cherchez pas à l'utiliser pour 1 litre ou bien pour d'autres missions qui ne sont pas affectées à cet objet-là. Et je pense que c'est à ce niveau que nous devons avoir une vision nous aussi. Et deuxièmement, les surfacturations ou bien des problèmes de coût de revient de ce matériel. Je crois qu'au Cameroun, c'est surtout la polémique autour du coût de revient. On a simplement voulu greffer à cette polémique de l'achat, du montant d'achat, des problèmes techniques qui éventuellement relèveraient aussi de la qualité. Mais on voit ailleurs que ces produits-là sont exploités. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, avec cette autre sortie de la Chine, ça consolide, je suis d'accord avec vous, la capacité de la Chine à mettre sur le marché des produits dans le secteur aéronautique exploitables. Et le Cameroun aujourd'hui, comme d'autres pays en voie de développement, peuvent se servir de cette opportunité que la Chine met sur le marché pour avoir à la fois des produits adaptés à leur exploitation, mais aussi adaptés au pouvoir d'achat des États qui ont vraisemblablement et de manière assez vérifiée des problèmes de trésorerie. Le Burkina Faso vient donc de limiter le mandat présidentiel, désormais pas plus de 2 mandats de 5 ans au pouvoir. C'est l'une des principales résolutions prises pour ce qui a été donc de la modification de la loi fondamentale. On annonce bien évidemment la tenue des élections générales le 29 novembre prochain. Alors Patrick Christian Dobo, c'est quand même maintenant assez clair. Ailleurs, on modifie la constitution pour se maintenir éternellement au pouvoir, mais du côté du Burkina Faso, on dit 10 ans, pas plus, donc 2 mandats. Bon, vous savez, moi je regarde toujours ce qui se déroule au Burkina Faso depuis la Révolution comme étant une période à sensation. Une période où il y a vraisemblablement, et il me semble que c'est logique, une volonté de répondre aux ingrédients qui ont mené éventuellement à cette mobilisation populaire. Je suis un peu attristé parce que malheureusement, d'octobre 2014 à la période que nous vivons actuellement, il y a d'autres ingrédients qui ont pris corps dans cette révolution et qui atténuent un peu l'orientation que la révolution vierge, la révolution vierge aurait pu avoir au Burkina Faso. Vous savez, la révolution est partie sur le fait que le Sénat, on n'en voulait presque pas, la révision de l'article 37 notamment, on n'en voulait pas. Et tout juste après cette révolution, vous voyez, il y a eu une volonté de réviser la Constitution. C'est-à-dire que ce pourquoi on était dans la rue, le refus d'une modification de la Constitution, juste après, on a voulu modifier. Et vous constaterez que le Conseil national de transition, après un certain nombre de remarques quand même, de la sous-région et même des acteurs en interne, a plutôt procédé à, on va dire, pas une modification, mais une légère révision. Ce n'est plus l'intention que le Conseil national avait avant qui leur était dédouanée. Donc on reste sur le principal principe qui était celui de ne pas modifier, on va dire, la limitation du nombre de mandats. 5 ans x 2 maximum, mais aussi de mettre à côté le Sénat
qu'on a jugé budgétivore, et d'autres pays aussi devraient peut-être voir dans ce secteur-là quelle est l'utilité du Sénat, si le Sénat est là simplement pour acquiescer tout ce qui est dit par le Parlement et pour ne pas faire un contrepoids comme on l'aurait expecté. Donc ça coûte de l'argent aux contribuables. Ça crée parfois des dissensions et des tensions dans le pouvoir législatif, parce que quelquefois, le président de l'Assemblée nationale, pour ne pas citer le cas du Cameroun, veut avoir le dessus. Il y a le président du Sénat. On en a encore à être très sceptique qui est le potentiel, en tout cas sur le plan constitutionnel, le successeur constitutionnel du chef de l'État. Donc, il y a toutes ces embrouilles-là. Mais, lui, Roger, vous savez, il faudrait qu'en Afrique, on soit conséquent et qu'on prenne des décisions ou qu'on engage des réformes sur la vision de l'État. On a l'impression que l'Afrique a mal avec ses constitutions dans beaucoup d'États. On a l'impression qu'on prend des décisions qui touchent la Constitution de manière circonstancielle, même si c'est l'objet d'une modification en fonction du contexte. Mais très souvent, c'est comme si c'est pour satisfaire un instinct ponctuel. Est-ce que l'Afrique est en phase avec cette question de limitation des mandats? Est-ce que le problème ne se pose pas ailleurs? Est-ce qu'une restructuration de la vision politique et de la gouvernance en Afrique ne devrait pas avoir le droit de citer? Parce que c'est trop facile de limiter les mandats et puis qu'au bout de 10 ans, que valent 10 ans dans l'existence d'une nation? Qu'on se remette à se poser la question de la nécessité de cette limitation. C'est là la question. Congo-Brazzaville, l'opposition veut dialoguer, mais sous la médiation de la communauté internationale. Les deux partis politiques, l'Initiative pour la démocratie au Congo et le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, n'acceptent pas ou alors accordent peu de crédit au résultat du référendum constitutionnel du 25 octobre dernier. Alors, Elie Smith, est-ce que ce dialogue souhaité pourra avoir lieu? Oui, c'est quelque chose qui date de longtemps. Je pense que c'est la France avec les autres chefs de l'État comme Alpha Condé. On avait déjà désigné quelqu'un pour mener la négociation. Et à l'époque, le pouvoir n'en voulait pas parce que le pouvoir était sûr que cette mascarade de référendum va avoir lieu et qu'il y aura une sortie massive des gens pour leur voter. Mais ils ont d'abord eu une douche froide le 27 septembre, quand il y a eu cette grande manifestation de l'opposition. Ça les a fait à réfléchir, mais ils ne voulaient pas faire de marche en arrière. Ils ont continué, ils ont organisé cette mascarade, on doit le dire. Hein. C'est quelque chose qui a ridiculisé le président Denis Sassou Nguesso, parce que je le dis avec autorité, même l'ambassade de France à Brazzaville a fait le tour le jour-là. Il était sidéré qu'il n'y avait personne dans la rue. Et même là où le président Sassou devait voter à Wenzé, c'était les militaires qui sont venus voter quand on savait qu'il devait venir. Donc, je pense qu'il faut négocier. Je pense que c'est là où je commence à partager un peu les idées des Christians. À un certain moment, est-ce qu'il faut un conflit, une guerre, tout en sachant que le Congo a eu des guerres courtes mais très violentes en 1997, orchestrées par Denis Sassou Nguesso lui-même avec l'aide de Jacques Chirac à l'époque. Mais donc, je pense que comme le pouvoir est faible, le pouvoir est aux abois, il faut négocier, mais je trouve que l'opposition a raison de vouloir un autre médiateur autre que le gouvernement, parce qu'entre le gouvernement et eux, connaissant Denis Sassou Nguesso, connaissant ce pouvoir actuel, il va les rouler dans la farine. Il ne va pas respecter, parce que ce n'est même pas la première fois. Il y avait une autre négociation que Sassou avait voulu entre lui et son principal opposant qui est Mathias Ndong. Mathias Ndong a demandé que ça doit être a demandé la médiation du nonce apostolique à Brazzaville et Denis Sassou Nguesso n'a jamais voulu. Donc je pense que toutes ces choses-là font que les gens du FROCAD et les autres de l'opposition en général croient que comme le pouvoir est faible, il faut maintenant négocier. Mais la question que je leur pose est ceci. Négocier quoi? Est-ce que négocier pour entrer dans un gouvernement d'union nationale ou négocier que oui, bon, acceptons le résultat du référendum, mais Denis Sassou Nguesso ne doit pas se présenter aux élections présidentielles. Voilà la question que je me pose et que l'opposition doit nous dire. Alors, et on annonce d'ailleurs de ce jour à Brazzaville l'arrivée d'un représentant du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, à la personne d'Abdoulaye Bathily. Oui, c'est ce qui est annoncé. Et moi, à la suite de cette question de Elie, à nos amis congolais de l'opposition, je leur poserai une autre question. De qui a-t-on véritablement, ou alors de qui devrait-on avoir peur au Congo?
Devra-t-on avoir peur de Denis Sassou Nguesso, dont vraisemblablement les forfaits tels que décrits par Elie sont connus, ou bien de cette opposition-là? Il me semble que l'opposition au Congo elle-même, elle a certainement des comptes à rendre au peuple congolais. Vous avez vu déjà le son de dissension entre l'IDC et le FOCAD dans la semaine. S'est-on parlé des compromissions qui seraient en cours? Donc quand on regarde un peu tout ce théâtre-là, on se dit, mais bon Dieu, c'est le peuple congolais qui en paye les frais. Certains négocient dans l'ombre certainement des sorties dorées ou des positionnements dans un éventuel gouvernement de transition, d'où peut-être la question de savoir négocier quoi. Et il me semble que la crédibilité même de l'opposition dans sa démarche, son processus et sa capacité à rester ferme ou à défendre un idéal qu'elle croit être correct est aussi un problème. Et c'est là où le bas blesse dans la structuration, n'est-ce pas, du schéma politique chez nous en Afrique. Vous avez une opposition qui, à un moment donné, fait rêver le peuple. Il y a une société civile qui est plus ou moins nonchalante parfois. Et puis, le résultat, enfin, bien évidemment, quand vous avez un bon boulanger en face, il ne va que se servir de votre laxisme pour vous enfariner, comme dit Elie. Et on ne va pas reprocher au président Denis Sassou Nguesso ou bien à d'autres leaders de bien se servir de ces incongruités, de ces hésitations et même de ces compromissions dans lesquelles tombent ces opposants-là pour finalement brouiller la situation. Et c'est là où le bas blesse, parce qu'on a l'impression que c'est un combat mené pour des intérêts individuels plus que pour le peuple qui en a vraiment besoin. Et quelqu'un qui voudrait se battre véritablement pour l'unité nationale, pour le bien de son peuple, c'est John Pombe Joseph Magufuli, le président de la République de Tanzanie, qui a été investi il y a quelques heures et qui voudrait véritablement se battre pour qu'il y ait cette unité, surtout avec les tensions que nous avons tous connues du côté de Zanzibar. Alors Elie Smith, c'est quand même une très bonne politique, l'unité, malgré la contestation de ces résultats par Lowassa Edouard. Oui, c'est l'importance et l'unité. Hein. Vous savez, la fédération, la République unie de Tanzanie, c'est un exemple que même nous au Cameroun, on doit prendre. Que quand on signe un papier, on doit la respecter. Je pense que les Camerounais anglophones doivent se rappeler de tout ça. Donc, mais je pense que lui, il a bien fait de prôner pour l'unité parce que là-bas, sur l'île de Zanzibar, il y a toujours cet élan de marginalisation. Donc je pense que c'est tout à fait important. Et c'est là qui montre, et c'est là où je me différencie avec Christian. Il y a beaucoup d'Afrique. Voilà une Afrique où on négocie. Voilà une Afrique où on respecte la Constitution. 2 mandats, on part. Même si c'est dans le même parti, ce n'est pas grave. Au sein d'un même parti, on peut toujours faire la démocratie. Hein. C'est une vision qu'on regarde. Donc je pense que la position de Joseph Magufuli est bien parce que ça dépend de l'avenir de la Tanzanie. C'est un grand pays de l'Afrique avec un grand leader que nous avons tous connu, Julius Nyerere. Oui. Donc je trouve que c'est une bonne démarche de sa part. Patrick Richard Debord. Écoutez, vous savez, il y a une culture démocratique en Tanzanie. Et les germes se retrouvent dans ce leader, cette figure charismatique, n'est-ce pas, de cette Afrique qui a fait rêver Julius Nyerere. Donc, c'est des dignes héritiers, n'est-ce pas, de cette figure-là. Mais il faut reconnaître quand même que la Tanzanie, avec cette élection qui porte finalement John Joseph Magufuli à la tête du pays, a vécu une période inédite. On n'avait jamais connu ça depuis l'indépendance en 1964, où quand même le parti au pouvoir, qui avait souvent accès à la présidentielle au fauteuil comme une lettre à la poste, s'est quand même retrouvé dans une situation où, à la fois, la question du maintien de Zanzibar, qui a toujours été comme un petit caillou dans la chaussure, n'est-ce pas, de cette union, mais aussi l'opposition interne, avec notamment cette montée en puissance de Edouard Lowassa, l'ancien Premier ministre, qui jusqu'ici ne reconnaît pas, n'est-ce pas, les résultats de cette élection. Il en est d'ailleurs suivi par d'autres membres de l'opposition. Il faut dire qu'aucun membre de l'opposition, que ce soit continental ou bien du côté de Zanzibar, n'a pris part à cette investiture, où on a quand même remarqué une forte présence des chefs d'État venus de la sous-région. On peut noter le Sud-Africain Jacob Zuma qui était là, le très présent Museveni dans les Grands Lacs qui était là. On a eu beaucoup de chefs d'État. Paul Kagame. Kagame, oui. Vous voyez que les liens se resserrent de ce côté-là. Donc, de nombreux chefs d'État qui sont venus, le Kenyan Uhuru Kenyatta, qui se souvient de l'amitié entre son père, n'est-ce pas, Jomo Kenyatta, et Julius Nyerere de l'époque était là aussi. Donc,
c'est une investiture qui a surtout été marquée par ce discours d'apaisement, n'est-ce pas, de John Magufuli. Et il me semble qu'après qu'il a été investi, l'un des principaux, disons que le défi le plus majeur, n'est-ce pas, de cette mandature, sera la capacité à ramener Zanzibar dans les intentions historiques d'union. Surtout que l'élection de ce côté-là a été annulée. C'est une espèce de semi-autonomie. Il va falloir certainement reprendre l'élection, ramener les frères du Zanzibar vraiment vers la calmie, se retourner vers l'État central aussi. Et après, essayer quand même de colmater les brèches de cette scission apparente qu'il y a au sein du Chama-Chamba Mapinduzi, le parti traditionnel de ce côté-là, parce que Edouard Lowassa a aussi une voix qui porte. Et son départ et le score qu'il aurait même fait à cette élection n'est pas négligeable. Donc, il va falloir colmater les brèches et finalement remettre le pays sur la voie du développement. Mais je pense qu'il y a de bons atouts, le respect des règles constitutionnelles et cet esprit démocratique à l'occidental, même si on peut le dire ainsi, qui a souvent été présent du côté de la Tanzanie. Au Burundi, Pierre Nkurunziza a donc décidé à mettre définitivement un terme aux exactions des insurgés armés qui sèment la terreur dans des quartiers comme Mutakura ou Cibitoke. Déjà, le Premier ministre et 5 membres du gouvernement sont sur le terrain depuis pratiquement 4 jours pour sensibiliser les populations à déposer les armes. C'est quand même une très bonne politique. Oui, bon, c'est une bonne politique pour en savoir que c'est lui le pyromane, hein, donc il faut qu'il joue le pompier maintenant. Je pense aussi que c'est bien beau. Moi, je suis très dur vis-à-vis de M. Nkurunziza, mais je pense aussi que la paix n'a pas de prix. Il faut qu'à un certain moment, on reconnaît, je pense lui-même aussi, il faut que l'opposition se fait voir et qu'on négocie, on voit, parce que on est des êtres humains. Il ne faut pas qu'on humilie l'adversaire jusqu'au bout. Il est déjà humilié comme ça, mais je pense que la paix est plus importante parce qu'à la fin, c'est le peuple ordinaire qui souffre dans tout ça. Mais Patrick, moi je pense, pour ma part, que c'est quand même une stratégie si aujourd'hui on trouve des ministres qui descendent dans les quartiers pour le porte-à-porte, amener les populations qui détiennent des armes à les restituer. C'est quand même une bonne politique en attendant bien évidemment la phase oppressive. Ben, je suis assez content quand j'écoute Elie tout à l'heure revenir sur cette dynamique de l'intention de l'intérêt général, le peuple qui souffre de ces bagarres. Et surtout qu'on a l'impression que l'opposition, on ne la voit pas, elle est invisible. C'est la communauté internationale qui voit l'opposition. Mais au Burundi, on la voit pas. On se rend compte que c'est l'opposition quand il y a des grenades, quand il y a finalement des obus qui sont lancés dans la capitale. Et vous savez, cela relève même de la manière avec laquelle les pays colonisés par l'Angleterre ont finalement hérité de cet instinct du direct rule. Vous voyez les dirigeants dans ces pays, que ce soit la Tanzanie tout à l'heure, le Rwanda même, le Burundi, le Ghana, le Nigeria. Il y a cette manière pour les dirigeants d'aller souvent quand même au contact du peuple. Au-delà de cette crise burundaise, je crois que c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que ce direct rule a donné quand même la possibilité à ces pays-là et aux dirigeants, aux leaders qui sont issus, n'est-ce pas, de la marche démocratique de ces pays, de savoir que le contact avec les populations est quelque chose qu'on doit prendre comme un atout. Et à côté, quand cela est fait, on peut apprécier cette démarche de ces dirigeants. On a peut-être des choses à leur reprocher sur la tournure, mais le fait déjà d'aller au contact des populations, ça peut monter un peu l'adrénaline au regard des craintes que des pays comme les États-Unis et autres ont, parce qu'on a l'impression que c'est une véritable préparation avant la charge fatale. Mais ce qui est intéressant dans ce processus, c'est qu'il y a quand même un contact avec les populations, il y a une adresse, il y a une invitation. Maintenant, il y a peut-être des calculs politiques derrière, mais c'est déjà ça. Va falloir espérer que le discours passe. Mais maintenant, est-ce que ce sont ces populations qui sont les personnes à sensibiliser? Parce qu'on a comme l'impression que les populations elles-mêmes sont victimes de tout ça. Parce que les grenades viennent d'à côté, les obus sont lancés. Et dans ce Capharnaüm-là, est-ce que c'est la population qu'il va falloir véritablement sensibiliser? Et puisque c'est elle qui garde les armes en partie, en tout cas, Pierre Nkurunziza a donné 5 jours. Oui, donc, la date limite, c'est ce vendredi. C'est ce vendredi. Mais je ne pense pas que Pierre Nkurunziza va déclencher une répression. Parce que s'il le déclenche, c'est ce que l'opposition attend et ceux qui financent l'opposition pour déclencher une guerre civile. Je pense qu'il est suffisamment
outillé, il comprend. La démarche où le ministre, le premier ministre qui descend sur le terrain, il faut que le premier ministre du Cameroun entende ça aussi quand même. Il descend sur le terrain pour aller voir, et un peu, tu sais, le Rwanda ou le Burundi étaient des colonies belges, hein, donc il y a deux manières de voir des choses, et c'est des pays qui ont... Et autre chose, c'est les pays voisins, en l'occurrence le Rwanda, l'Ouganda, que M. Nkurunziza doit beaucoup discuter avec eux, parce que le problème du Burundi, malgré le fait que c'est le même Nkurunziza qui a cherché, il n'y a pas de problème. On peut toujours voir comment on peut trouver la solution, mais c'est de voir la position de ces deux pays-là, le Rwanda et le Burundi. C'est la clé de la stabilité et la paix au Burundi. Merci, monsieur, d'être venu donc ce matin. C'est terminé pour cette édition d'autres matières d'information. Nos programmes se poursuivent. Ne quittez pas.